Aller de... Bonsoir, il s'était pris pour les émules d'Orange Mécanique. 3 hommes, jugés aujourd'hui devant les assises de l'Isère à Grenoble, sont accusés de s'être livrés à une randonnée sauvage dans la vallée du Rhône en 88. Meurtre, agression, viol et pillage pour leur plaisir et quelques francs. Reportage d'Albert Ripamonti et Georges Minangua. Service d'ordre renforcé pour des accusés réputés dangereux. Il y a d'abord Rossi, le plus grand, le meneur. Derrière lui, Winterstein. Schmitt, le troisième, accepte in extremis de comparaître, mais refuse de se laisser filmer. Pour l'accusation, ce trio a volé, violé et pour finir, tué. Tué froidement un commerçant ambulant dans son snack-bar situé le long de la Nationale 7 près de Vienne. Butin, 1500 francs. Des pirates de la route très excités, énervés, comme fous, qui circulaient à toute vitesse dans cette 205 GTI rouge. La 205 que l'on retrouve devant cet hôtel cambriolé. Chez ce pompiste dévalisé, la 205 qui intercepte près de Lyon une jeune fille de 22 ans, par la suite sauvagement violée. Schmitt, Rossi et Winterstein, 3 gitans au casier judiciaire chargé, nient tout en bloc. Et la défense relève l'absence apparente de logique dans tous ces méfaits. Mais y a-t-il seulement une logique quand on veut vivre vite ? Jour J-14, la campagne officielle des élections régionales et cantonales s'ouvre aujourd'hui. La relative indifférence de l'opinion publique contraste avec le fracas du monde politique qui débat d'un seul thème, la montée du Front National. Faut-il en parler? Faut-il l'occulter? Cette question, nous la poserons dans un instant à Michel Noir, le maire de Lyon, qui a manifesté dans sa ville tout à l'heure, il y a un instant, contre l'extrême droite. Vous le voyez, des milliers d'habitants de Lyonnais sont descendus dans la rue pour protester contre la présence dans leur ville de Jean-Marie Le Pen, qui doit donner d'ailleurs d'un instant à l'autre lui-même une conférence de presse. Et aussitôt après cette manifestation, Michel Noir s'est rendu dans nos studios de Lyon pour répondre à nos questions. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pourquoi avez-vous éprouvé le besoin de descendre dans la rue, Michel Noir? Bien parce qu'il faut prendre ses responsabilités. Et lorsque des milliers de Lyonnais, parce que Lyon n'oublie pas qu'elle est capitale de la résistance et qu'elle a mené le combat contre les thèses extrêmes, contre les thèses qui niaient la personne, contre les thèses qui niaient la tolérance et le respect d'autrui, contre les thèses qui niaient la capacité à avoir sa propre religion, lorsque des milliers de Lyonnais n'ont pas du tout envie que ces thèses puissent se banaliser, puissent être défendues lors de meetings ici, le maire de Lyon doit être dans la rue, à la tête des Lyonnais qui disent non, ces thèses n'ont pas lieu d'être, ces thèses doivent être combattues. Combattre Le Pen par tous les moyens, avez-vous déclaré récemment au Figaro, y compris en lui refusant une salle pour son meeting? Oui, je crois qu'il y a 2 raisons en tout cas. La première, c'est que le maire de Lyon, qui est responsable de la sécurité des Lyonnais, doit être sensible au fait que des milliers de Lyonnais qui n'ont pas envie d'accepter ces thèses de Le Pen sont capables de s'opposer à la tenue d'un meeting Le Pen, et donc il y a un risque manifeste de troubles graves à l'ordre public. Et la deuxième, c'est qu'il faut être capable d'afficher ses convictions. Étant donné qu'il y a des possibilités de réunion dans des salles privées, je ne vois pas pourquoi je mettrais à disposition des salles publiques. Vous connaissez l'argument de certains, Michel Noir, vous risquez d'en faire un martyr. Pas du tout. Je crois que si vous savez depuis 5 ans que je mène cette bataille, et il est vrai qu'au début, en 87, lorsque j'ai dit que je préférais perdre les élections plutôt que perdre mon âme, si on avait tout de suite prononcé cette sorte d'interdit moral par rapport à des thèses qui ne sont pas des opinions, qui sont des délits. Nier l'existence des chambres à gaz, ça n'est pas une opinion, c'est un délit. Inciter à la haine raciale, exercer toutes ces thèses, tenir tous ces discours de racisme et d'antisémitisme, ce ne sont pas des opinions, ce sont des délits. Alors Michel Noir, vous comme nous sommes pris dans un terrible piège, vous les démocrates, nous les médias, on en parle, il monte, on n'en parle pas, il monte. Comment sortir de ce dilemme? Non, pas du tout. Je ne crois pas que... Ne culpabilisez pas, ni vous, ni nous. C'est pas parce que nous en parlons, c'est pas parce que vous faites votre devoir de journaliste en couvrant ces événements que Le Pen monte. Non, ce qui est vrai,
c'est que depuis une dizaine d'années, la société française a sécrété une sorte de protestation en profondeur d'une partie des Français qui ont peur. La société française s'organise autour de ces peurs. Qui ont peur, pourquoi? Parce qu'on ne trouve pas de réponse au chômage, parce que l'Europe, ça va trop vite. Et il y a toujours des gens qui ont un peu la nostalgie. Et lorsque vous avez une sorte d'aboyeur chef qui parle à la nostalgie des gens, qui refusent le changement, qui disent si vous avez des problèmes, si vous avez peur, c'est de la faute des autres, surtout si les autres ont telle couleur de peau, tels cheveux un peu trop frisés ou telle religion différente. Lorsqu'il y a de tels discours qui sont tenus, c'est vrai que les Français peuvent se laisser aller. Michel Noir, oublions un instant l'extrême droite. Comment dissiper ces peurs? Et là, je m'adresse à l'homme politique. Il n'y a pas de mystère, c'est l'action sur le terrain. Et malheureusement, il faudra des années parce que quand pendant 40 ans, et nous portons une responsabilité collective, quand pendant 40 ans, on a bâti l'espace urbain de façon aussi dramatiquement, je dirais, inhumaine, avec des grands ensembles, où on stockait les gens en matière de logement, où il n'y avait pas de relation conviviale entre les gens. Quand on a bâti pendant 40 ans un tel système urbain, celui-ci aujourd'hui proteste, celui-ci est source de violence, et il faut des années et des années pour réparer cela. Alors, vous dites responsabilité, le paysage politique apparaît comme un immense puzzle éclaté. On parle souvent de nouvelles majorités responsables. Est-ce que vous y songez? Est-ce que vous pourriez en faire partie? Non, ce qui est vrai, c'est qu'il y a aujourd'hui au moins la moitié des Français qui ne se reconnaissent plus dans les formations politiques traditionnelles. Regardez tout ce que disent les sondages. Et cela veut dire qu'il y a des tas de gens pour lesquels cette notion gauche-droite ne veut plus rien dire, pour lesquels cette sorte d'incapacité d'agir en matière d'éducation, en matière de chômage, en matière de justice, qui caractérise et des gouvernements qui étaient dits de droite et aujourd'hui des gouvernements de gauche, tout cela provoque l'envie chez beaucoup de Français que nous soyons capables d'innover, de rénover cette vie politique et d'accoucher de nouveaux comportements, de nouveaux langages et peut-être d'une nouvelle majorité. Oui, Brice Lalonde citait l'autre soir ici même sur ce plateau votre nom et songeait cette nouvelle majorité avec des hommes de gauche et de droite, enfin dits de gauche et dits de droite. Moi je crois que la France des années 90 ne fera pas l'économie d'une grande innovation dans la démarche politique, dans les nouvelles idées, parce qu'il y a besoin de nouvelles idées, et probablement dans les nouvelles majorités, de telle sorte qu'on soit capable de dépasser des schémas qui ont 20 ans d'âge. Merci Michel Noir. On vous retrouve évidemment le 22 mars au soir sur Antenne 2 et FR3. Après la polémique et la réflexion, l'instruction civique, le cours est donné par Agnès Molinier et Laurence Beaubillier qui nous disent tout sur les scrutins du 22 et 29 mars. En campagne comme en ville, les partis politiques s'affichent. Les candidats aux élections ont 15 jours pour convaincre les Français. Le rendez-vous, c'est le dimanche 22 mars. Ce jour-là, on vote dans toute la France. Mais il y a deux élections. Le même jour sont regroupées les régionales et les cantonales. Pour les premières, il s'agit d'élire dans chaque département les conseillers régionaux au scrutin proportionnel à un tour. Sur 22 régions, seules 2 sont dirigées par la gauche, le Nord-Pas-de-Calais et le Limousin. Deuxième élection, toujours le 22 mars. Dans un canton sur 2, il s'agit d'élire un conseiller général au scrutin majoritaire à 2 tours. Certains électeurs revoteront donc le dimanche 29 mars s'il y a lieu. En votant, nous participons à la construction de notre cadre de vie. Pour lutter contre l'abstention, le Centre d'information civique a réalisé ce spot qui explique le rôle des assemblées départementales et régionales. Et si la campagne officielle démarre bien aujourd'hui, la campagne politique, elle, a déjà commencé il y a plusieurs semaines. De nouvelles en forme d'espoir pour la paix en Yougoslavie. La première provient de Belgrade, où des milliers de Serbes ont manifesté contre un des leurs, le président Milosevic. Il lui demande de mettre un terme à la guerre civile. Jean-François Gringoire. Sur l'immense esplanade de la cathédrale orthodoxe, en plein cœur de Belgrade, ils sont plus de 30 000 Serbes, proches de l'opposition, à demander le départ de Slobodan Milosevic, le président de la Serbie, son départ et celui de son gouvernement. C'est la plus grande manifestation organisée contre le numéro 1 serbe depuis le début de la guerre en Yougoslavie. Vuk Drašković, leader de l'opposition, a appelé à une grève générale dans toute la Serbie pour obtenir la démission de Milosevic. Cette manifestation était aussi celle du souvenir. Souvenir du 9 mars 1991, il y a un an, lorsqu'un rassemblement comme celui-ci, qui appelait à la liberté de la presse, fut durement réprimé par les chars fédéraux dans les rues de Belgrade.
Au même moment, le général indien Satish Nambiar, chef des casques bleus en Yougoslavie, rencontrait pour la première fois ses interlocuteurs serbes avant de se rendre demain en Croatie. Le général Nambiar qui doit régler les dernières modalités du déploiement des soldats de la paix dans des zones où la tension demeure encore très vive. La deuxième bonne nouvelle vient de Bruxelles, où les Croates et les musulmans de Bosnie sont parvenus à s'entendre sur l'idée d'une confédération à la Suisse au sein de l'ex-Yougoslavie. François Poulet-Matisse. Au milieu du va-et-vient des leaders serbes, musulmans et croates toute la journée à Bruxelles, une absence fort remarquée. Celle de Slobodan Milosevic, le président de Serbie, de plus en plus contesté à Belgrade, de plus en plus isolé également sur le plan diplomatique à Bruxelles. Signe qui ne trompe pas l'évolution des Serbes de Bosnie. Ils ne disent plus non systématiquement à une indépendance de cette république, renonçant implicitement au rêve de la Grande Serbie. Nous avons fait beaucoup de concessions. Nous accepterions, au cas où la Bosnie-Herzégovine deviendrait une confédération, son indépendance, nous accepterions les frontières existantes et aussi le maintien de liens avec la Serbie. Mais nous ne pourrons accepter d'indépendance en dehors du cadre confédéral. Satisfaction pour Lord Carrington, la Bosnie pourrait se voir ainsi reconnaître à terme une indépendance dans le cadre d'une confédération sur le modèle suisse, sous réserve d'accord définitif des Serbes à Sarajevo dans quelques semaines. Israël est en deuil, Menahem Begin est mort dans la nuit de dimanche à lundi. L'ancien Premier ministre a été inhumé cet après-midi au cimetière juif du Mont des Oliviers à Jérusalem. Sa famille ne voulait pas de funérailles nationales, mais tous les dirigeants israéliens et des dizaines de milliers de personnes ont tenu à assister aux obsèques. Marie-Odile Pagnès. Journée de deuil en Israël. Menahem Begin s'est éteint à 2h30 ce matin à l'hôpital Ichilov de Tel Aviv, où il avait été conduit il y a une semaine à la suite d'une crise cardiaque. Malgré le refus par la famille de funérailles nationales, de très nombreuses personnalités du gouvernement et de l'opposition ont tenu à rendre un dernier hommage à l'ancien Premier ministre. Des dizaines de milliers de personnes, anonymes, ont accompagné le cortège funèbre jusqu'au cimetière du Mont des Oliviers à Jérusalem. Nombreuses réactions de la communauté internationale. À Washington, George Bush a exprimé ses plus sincères condoléances à Israël. Le président américain a rappelé le rôle courageux de Menahem Begin dans le processus de paix au Proche-Orient et particulièrement lors des accords de Camp David avec l'Égypte. Le Caire a d'ailleurs rendu un hommage officiel à Menahem Begin et le secrétaire général de l'ONU, l'Égyptien Boutros Ghali, qui était ministre des Affaires étrangères lors des accords, a espéré que les actuels dirigeants israéliens auraient un jour le même courage et la même capacité d'initiative pour la paix que leurs défunts prédécesseurs. Homme de guerre, Menahem Begin fut l'un des fondateurs de l'État hébreu, mais aussi homme de paix. C'est lui qui conclut l'accord historique en 1979 avec Anwar el-Sadat, accord historique et durable. L'hommage rendu par les Israéliens aujourd'hui l'illustre. Francine Raymond. L'image de Menahem Begin que retiendra l'histoire, celle de l'homme signataire du seul traité de paix d'Israël avec un État arabe, en 1978 les accords de Camp David. 2 mois plus tard, Menahem Begin partage le prix Nobel de la paix avec le président égyptien Anwar el-Sadat. Mais l'homme de la paix est aussi celui de la guerre. Obsédé par la sécurité d'Israël en 1982, Menahem Begin lance ses chars à l'assaut du Liban. L'opération Paix en Galilée engage Israël dans une guerre coûteuse en vie humaine. Ce sera ensuite le massacre de Sabra et de Shatila. L'État hébreu est mis en cause, le pouvoir du Premier ministre Begin est ébranlé. Avec Menahem Begin, c'est le dernier des grands monstres sacrés de l'histoire d'Israël qui disparaît. En 1944, rescapé du goulag, il avait pris la tête de l'armée clandestine juive. En 1946, après l'attentat contre le King David à Jérusalem, alors QG des forces britanniques, il était l'homme le plus recherché par les Anglais qui le condamnèrent plusieurs fois à mort. Toute sa carrière politique sera construite sur la hantise de l'Holocauste nazi. Habité par la conviction que les Israéliens ont droit à des terres bibliques, Menahem Begin encourage la colonisation israélienne en Cisjordanie, mais lui ne parle que de Judée et de Samarie. Ses détracteurs l'accusent d'utiliser la religion pour exalter le nationalisme. Ses partisans le baptisent le nouveau roi d'Israël. Ce pouvoir durement conquis en 1977, il le quittera brusquement en 1983, affecté par le décès de son épouse et aussi par l'échec de l'invasion israélienne au Liban. Depuis, Menahem Begin vivait isolé du reste du monde. Les États-Unis entendent assumer leur nouveau rôle de gendarme du monde. Ils menacent d'arraisonner un bateau nord-coréen
chargés de missiles Scud et faisant route vers l'Iran ou la Syrie. Pierre Babet. Un ou deux vaisseaux fantômes. Hormis les satellites espions américains, personne ne les a vus. Bourrés de missiles Scud améliorés, ils seraient partis de Corée du Nord. Ils navigueraient actuellement dans l'océan Indien avant de gagner l'Iran ou la Syrie. Cette catégorie de Scud C, d'une allonge de 500 km, c'est celle-là même qui a porté la terreur au cœur d'Israël l'an dernier. Charge militaire théorique 500 kg, l'Irak en avait dérivé 2 modèles, fierté de Saddam Hussein à chaque parade militaire à Bagdad. Pendant la guerre du Golfe, les Américains ont trouvé l'anti-Scud, le missile Patriot, largement donné en dotation à tous les alliés du Proche-Orient. Sur l'odyssée due aux des bateaux chargés de Scud, silence radio total à Pyongyang. Le régime de Kim Il-sung se contente aujourd'hui d'accuser les États-Unis de constituer des arsenaux nucléaires secrets. Réaction bruyante à Téhéran, en revanche, les journaux proches du régime des ayatollahs parlent aujourd'hui de nouveaux actes arrogants des États-Unis. Tout arraisonnement serait un acte de piraterie internationale. De son côté, George Bush, entre une intervention électorale et un hommage à Menahem Begin, il assurait ce matin n'avoir pas de déclaration publique à faire, mais il s'est longuement entretenu de la question avec son conseiller à la sécurité, Ben Scowcroft. Quant au bâtiment, nul ne sait ce soir où et quand ils doivent accoster et à qui ils livreraient leur encombrante cargaison. George Bush compte manifestement sur son autorité sur la scène internationale pour récupérer un peu de sa popularité perdue sur la scène américaine. Une nouvelle série de primaires décisives dans la course à la Maison-Blanche aura lieu demain aux États-Unis, dans le Sud, à forte population noire. Et cette population se montre à la fois indifférente au pouvoir politique et irritée par la situation économique. Reportage aux États-Unis de Philippe Pister et Pierre Michel. Jésus et les 12 apôtres, la scène revue et corrigée. Le symbole de toute une vision de l'histoire humaine, remise en perspective d'un point de vue africain, l'afrocentrisme. Nous sommes au département des études noires de l'Université de New York, à sa tête, Leonard Jeffries. Ce professeur développe les thèses de l'anthropologue sénégalais Cheikh Anta Diop, thèses selon lesquelles l'Afrique serait mère de l'humanité avec la première grande civilisation, celle de la vallée du Nil. On peut constater une renaissance de la conscience africaine, des valeurs africaines. Les Africains veulent contrôler leur économie, leur politique et leur culture. L'afrocentrisme, en effet, est de plus en plus revendiqué par des jeunes noirs confrontés à l'échec économique de leur communauté. Ils se veulent victimes des valeurs et de la domination blanche. La démarche se veut historique après l'esclavage, le chômage. En 92, tous les Blancs vont fêter Christophe Colomb. C'est ridicule aux yeux des Noirs, parce que quand il est arrivé dans ce prétendu Nouveau Monde, il a provoqué la mort de millions d'Indiens, et plus tard de millions d'Africains. Maintenant, en 92, nous demandons réparation. Entre autres réparations, à l'instar du prêcheur nationaliste noir et musulman Minister Farrakhan, Leonard Jeffries n'est pas loin de prôner la constitution aux États-Unis d'un État noir séparé. La population noire représente en termes de productivité la 7e ou 8e nation au monde. Et nous sommes 40 à 50 millions aux États-Unis, une nation au sein de la nation. Le rap, souvent caisse de résonance de ces thèses séparatistes et afrocentristes. On y remarque également l'influence grandissante de l'ancien leader des Panthères Noires, Malcolm X, une réminiscence du combat des années 60. 30 ans après, le fameux mythe de l'intégration américaine semble avoir vécu. Nos cousins du Pacifique doivent de nouveau s'abriter. Fran, le cyclone, menace la Nouvelle-Calédonie, qui a déjà souffert d'Ésaü. Dominique Dumas. Cette énorme tache blanche sur l'écran satellite, c'est Fran. Fran, un prénom calédonien pour ce nouveau cyclone qui, 4 jours après Ésaü, menace la Nouvelle-Calédonie. Selon les derniers bulletins, Fran aurait déjà atteint l'île principale après un passage sur les Nouvelles-Hébrides et les îles Loyauté. Une cellule de crise du plan Orsec surveille heure par heure la progression de l'œil du cyclone. En fonction des observations par satellite, des rafales de vent à 230 km à l'heure ont déjà été enregistrées. L'état d'alerte maximum numéro 2 a été déclenché. Comme pour Ésaü, cela signifie, au moins pendant quelques heures, l'obligation pour les populations de se barricader.
L'activité économique est pratiquement ralentie. Quant aux télécommunications, elles sont perturbées, les antennes de réception par satellite devant être protégées. Les autorités de Vanuatu, l'archipel voisin, ont indiqué que Fran avait déjà provoqué de gros dégâts dans l'île principale. L'Europe de la bicyclette s'affronte entre Paris et Nice. La deuxième étape a été remportée à Nevers par l'Italien Mario Cipollini, mais c'est le Suisse Tony Rominger, ou Rominger comme on voudra, qui porte toujours le maillot blanc de leader. Pierre Bérégovoy n'est pas candidat au régional. La culture s'empare à son tour de l'environnement, mais pour mieux le protéger. Tchernobyl entre, si j'ose dire, au théâtre sous un autre titre, Sarcophagus. La pièce est écrite par un Russe, Vladimir Bougariev, mais jouée devant des Français, des Nantais en l'occurrence. Reportage de Dominique Poncet et Christian Decarnet. Un accident dans une centrale nucléaire. Un incendie terrible. Des dizaines de victimes, des brûlés, des irradiés. On va nous les amener ici dans un moment. 26 avril 1986, explosion à la centrale de Tchernobyl. Aucun officiel en Russie ne mesure ou ne veut mesurer l'ampleur de la catastrophe. Un journaliste scientifique de la Pravda est là. Devant l'étendue des dégâts et l'immobilisme des autorités, il n'aura qu'une envie, crier sa révolte. Pour cela, il écrira une pièce de théâtre. C'est effrayant. J'ai jamais connu une catastrophe pareille. Même au début, du temps de Staline, quand les scientifiques faisaient joujou avec l'atome, j'arrive pas à le croire. Il n'y avait plus qu'un trou béant. On voyait la salle du réacteur, et il y avait un vrai brasier, mais qu'est-ce qui pouvait brûler là? Normalement, il n'y a rien. J'ai compris, c'était le cœur du réacteur. Parce qu'il a situé sa pièce dans un centre de décontamination, Vladimir Bougariev aurait pu se contenter de décrire l'affolement qui a sans doute été celui de tous les hôpitaux de la région de la catastrophe. Mais en fait, il va bien au-delà, posant de vraies questions sur la responsabilité et l'irresponsabilité, la culpabilité et l'innocence, dans un pays où, à l'époque, le poids de la bureaucratie étouffait les notions de compétence et de courage. Terriblement dangereux. Combien de fois nous a-t-on répété, les centrales nucléaires sont le moyen le plus sûr de produire de l'énergie. Le fonctionnement des centrales nucléaires ne présente aucun danger. C'est la responsabilité générale, politique bien sûr, mais civique tout simplement. La responsabilité des hommes qui n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Sans le rire, une tragédie n'est jamais complète. Dire donc aussi que cette pièce, interprétée notamment par Marina Vladi et Martin Lamotte, est par moments d'une irrésistible drôlerie. Pour terminer, les pronostics de Daniel Leclerc pour le tiercé quintet de Maison Lafitte. C'est le prix de la gloriette, c'est mignon. 18 partants, vous le voyez. Et je vous laisse découvrir les favoris de Daniel Leclerc qui peut vous faire gagner de l'argent. Il est souvent inspiré, l'As, le 6, le 11, le 12, le 13, le 5, le 2 et le 16. Fin de ce 19-20, dans une minute, il sera 20h. Marc Hautement vous donnera d'autres informations à 22h38 et 25 secondes. C'est précis pour la 3. Et dans quelques secondes, Michel Touré vous parlera du temps en France. Bonne soirée sur la 3, à demain 19h. Bonsoir.